Dans les embouteillages parisiens, des motos de grosses cylindrées tentent de se frayer un passage. Avec leur veste de protection, les pilotes de ces bolides sont des policiers qui appartiennent à une unité peu connue du grand public, la CSI 75, la compagnie de sécurisation et d'intervention. Ces policiers patrouillent en civil et en moto pour surprendre les délinquants. Parmi eux, Laurent, un gardien de la paix de 29 ans. Aujourd'hui, avec son équipe, il traque les délinquants dans un quartier bien particulier, le Triangle d'Or. C'est le quartier des touristes fortunés. Il est délimité d'un côté par les Champs-Élysées, de l'autre par l'avenue Montaigne où sont installées les plus belles boutiques de luxe, et enfin par l'avenue Georges V, celle des palaces parisiens. Chaque année, 100 000 visiteurs parmi les plus riches séjournent dans ce quartier, des touristes exposés qu'il faut donc protéger à tout prix. Ici s'entrecroisent les gens fortunés ainsi que les touristes qui attirent évidemment tous les voleurs en tout genre, que ce soit les pickpockets qui effectuent les vols à la tire, ainsi que les vols un peu plus aggravés comme le vol à l'arraché. Vol à l'arraché, vol par ruse, voilà les deux fléaux du Triangle d'Or. Kléber, vol de carte bleue. Kléber, d'accord. Alerté par radio, Laurent apprend que 2 touristes japonaises viennent de se faire dérober une carte bleue après avoir retiré de l'argent. Antenne Delta 14, on est sur Kléber. Le vol a eu lieu il y a seulement quelques minutes. C'est la police? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait arnaquer par trois messieurs. Par 3 messieurs, oui. Oui, et en fait, ils ont dit que c'était des policiers, mais c'était pas des policiers. Ils ont vu les numéros de passeport et ils ont rendu les passeports, mais ils ont pris les cartes bancaires. Pas mal les encadrer, ils avaient des grandes cartes, comme ça, ils les bloquaient, et en fait, ils se faisaient un peu et apparemment, ils ont pu mettre les mains dans les sacs, récupérer les cartes, etc. Ils ont usurpé la qualité de policier, simulé un contrôle d'identité et ils en ont profité pour soustraire la carte bleue. Did they show you police card? They said police card. Like this one. Non, like this one. Une carte de police, mais pas comme celle-là. D'accord. Les malfaiteurs ont eu le temps de disparaître dans les rues adjacentes, mais heureusement, un témoin donne leur signalement aux policiers. 3 personnes, vous pouvez les décrire à peu près? Il y en avait 2, ils avaient un peu plus forte corpulence, ça devait être un peu Rome. Type Rome, roumain, d'accord. Il ne s'agit pas des traditionnels pickpockets, mais plutôt d'une équipe de malfaiteurs chevronnés. C'est ce qui inquiète Laurent. Il faut les retrouver avant qu'ils ne dépouillent d'autres touristes. Les délinquants se seraient enfuis à bord d'un monospace gris. Les motards de la CSI 75 vont sillonner le quartier jusqu'au coucher de soleil, quand subitement, l'affaire rebondit. À la Delta 7 qui aurait retrouvé un Renault Espace qui pourrait correspondre peut-être à celui de cet après-midi. On attend confirmation. Sur les Champs-Élysées, les motards se mettent en chasse. En quelques secondes, ils ont le véhicule suspect dans leur champ de vision. C'est ce monospace gris qui quitte le Triangle d'Or en direction du boulevard périphérique. On est sur le rond-point de la Porte-Maillot. Un peu plus loin, ils interceptent la voiture, arme au poing. Bouge pas. Pris de court, les 4 malfaiteurs n'offrent aucune résistance. Des individus qui correspondent parfaitement au signalement donné par les victimes japonaises. Des voleurs plutôt bien habillés pour ne pas éveiller la méfiance des touristes qu'ils dépouillent. Guillaume, celui qui est dans notre voiture, il a plein de cash sur lui. Sur les 4 hommes, Laurent et ses collègues retrouvent 2 700 € en petites coupures, ainsi que des faux papiers. Il est espagnol, il est italien, il est roumain. Il est habillé pareil tout à l'heure. L'enquête révélera qu'ils sont les auteurs d'une dizaine de faits similaires, en grande partie commis dans ce quartier touristique. Cette délinquance aux techniques bien rodées, c'est l'un des fléaux de ce quartier prestigieux. Le Triangle d'Or, la vitrine de Paris dans le monde. C'est une enclave du 8e arrondissement de la capitale, que l'on a surnommé ainsi parce que les 3 avenues prestigieuses qui l'abordent forment un triangle de quelques pâtés de maison qui concentrent de grosses fortunes.
Et les habitants qui vivent dans ce quartier sont tous plus surprenants les uns que les autres. Les plus nombreux, les touristes, comme Roman et Lena, les nouveaux riches russes qui dépensent sans compter. Tout Paris est à nos pieds. C'est ce Paris-là qu'on adore. Pour veiller sur ce beau monde, il y a Joseph, un policier qui connaît le coin mieux que personne. Il y travaille depuis 10 ans et se frotte tous les jours à des délinquants très liés au Triangle d'Or. Il vous reste de la coke sur vous ou pas? Moi, à votre âge, je ne prenais pas ça. J'allais en boîte, je m'éclatais aussi. Je m'éclatais aussi bien sans coke. À côté des touristes et des fêtards, il existe une poignée d'irréductibles. Les derniers habitants de ces rues chics. Comme Philippe, pour continuer à habiter ici, il doit se battre tous les jours. Car contrairement à ce qu'on peut penser, la vie quotidienne n'y est pas facile. On se sent un peu isolé, et d'autant plus que les commerces alimentaires ont disparu. Plus étonnant encore, nous vous révélerons les secrets du quartier. Bertrand, 19 ans, a découvert une astuce pour habiter le Triangle d'Or sans se ruiner, dans un bel immeuble de standing. On ne trouvera pas mieux partout ailleurs en Paris, quoi. Avec en prime, une vue imprenable sur la Seine. Enfin, le quartier abrite également une population pauvre qui se fait très discrète, comme Andrea, qui parvient à se débrouiller ici avec 600 € par mois. 2300 €. Faudrait 4 mois de retraite pour la payer. Enquête sur la face cachée du Triangle d'Or. Commissariat de police du 8e arrondissement. Ça y est, j'ai remis mon uniforme. Joseph est le chef de la BAC de nuit. Âgé de 45 ans, cet Antillais ne sort jamais sans sa veste noire. Quartier chic oblige. Avec son équipier Mickaël, il sillonne toute la nuit les rues du secteur. Il le connaît comme sa poche, mais en 10 ans, la magie a disparu pour Joseph. Disons que quand on arrive, on débarque et qu'on voit tout ce luxe, au départ, on est un petit peu intrigué, intéressé. Mais avec les années, ça devient une banalité pour nous. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par les dorures et le clinquant, la lumière. Non, il ne faut pas se laisser impressionner par ça. L'an dernier, plus de 2500 crimes et délits ont été commis dans le Triangle d'Or. Et c'est essentiellement dû aux Champs-Élysées qui en constituent la frontière. Une des artères préférées des touristes, mais aussi une des plus agitées de Paris. Entre les consommateurs en terrasse et les fêtards à l'entrée des discothèques, sans oublier des jeunes de banlieue dont certains, refoulés sans ménagement des boîtes de nuit, sont réduits à déambuler sur les Champs-Élysées. Pour surveiller l'avenue, 300 fonctionnaires de la préfecture de police veillent au grain. Ce qui peut ternir l'image du Triangle d'Or et inquiéter les touristes, ce sont les bagarres. Après du McDo en Deschamps et une bagarre à coup de bâton, un homme blessé au sol, des plaques sont parties en courant dans tous les sens pour ramener la BAC. Une première bagarre sur les Champs-Élysées, espérons que ce soit la dernière. Un affrontement entre deux bandes rivales vient de se déclencher. Joseph, le chef de la BAC Nuit, est appelé en renfort. En moins d'1 minute, tous les effectifs de police disponibles convergent sur l'avenue. À leur arrivée, beaucoup de jeunes ont pris la fuite. Matraque à la main, Joseph se dirige vers une trentaine d'individus qui refusent encore de quitter les lieux. Tout ce que je te demande, calme tes amis, ça sert à rien. On a demandé les pompiers, ça sert à rien quand tout le monde reste là. Attends, laisse les pompiers s'occuper, après vous allez lui parler. Bon. Couché à terre, un des protagonistes est blessé à la tête. Oui, je sais. Non mais laisse les pompiers faire, sors. Et entre ses amis et les autres jeunes, la tension est palpable. La bagarre est sur le point de reprendre. Notre caméra n'est pas la bienvenue. On les baisse. Mais non, mais ça n'a rien à voir, T'énerve. Filme pas. Tiens, cette salope qui filme pas. Malgré la présence du chef de la BAC et d'une cinquantaine de policiers, 2 individus en viennent aux mains. Distribution de coups de matraque, jet de gaz lacrymogène. Putain, ça gaze des forts. J'en pleure. Pour ramener le calme, Joseph est même obligé de faire venir des maîtres chiens. La police emploie les grands moyens pour éviter que les débordements ne se répandent dans les rues adjacentes.
Après une demi-heure de confusion, le jeune homme blessé à la tête peut enfin être évacué. Il sera conduit à l'hôpital Bichat. Ok. D'après ce que j'ai compris, ils se sont échauffés l'un l'autre. Quant à Joseph, il cherche à comprendre l'origine de la bagarre. Selon ses collègues, ce sont deux bandes rivales de la banlieue parisienne qui ont choisi les Champs-Élysées pour régler leur compte. Apparemment, c'est un petit différend au départ entre jeunes, là, et puis il y en a un qui aurait bousculé l'autre, ce qui est tombé, donc ses amis sont arrivés à côté. Donc ça fait beaucoup de jeunes d'un seul coup, donc il a fallu un peu disperser tout le monde pour éviter que ça tourne à l'émeute, quoi. Voilà, maintenant ça va mieux. Samedi soir, sur les champs, voilà. Aussi vite qu'elles sont arrivées, les forces de police quittent les lieux. Cette omniprésence policière n'a qu'un seul objectif, tranquilliser les touristes qui constituent la manne du Triangle d'Or. Toute la vie du quartier repose sur une clientèle fortunée, celle qui descend dans les 3 palaces de ces rues prestigieuses. Pour les faire venir, le Georges V va casser sa tirelire. Le directeur de l'hébergement, Karim, a organisé un séjour très spécial. Il a invité une dizaine de touristes saoudiennes à passer 3 jours dans son palace. Des clientes pas tout à fait comme les autres. Elles sont journalistes pour des revues touristiques. Ma collègue va vous conduire dans vos chambres. C'est la première fois que l'hôtel organise une telle opération de séduction. Pour ces journalistes, le séjour est gratuit. En échange, Karim espère qu'elles feront la promotion du palace dans leur pays. On va en parler en Arabie Saoudite, mais aussi au Moyen-Orient. Donc ça va être un enjeu aussi important. Il ne faut pas qu'elles disent du mal de leur séjour. En fait, on aimerait qu'elles disent qu'elles ont vécu dans l'hôtel, quelle était leur expérience, bonne ou moins bonne. On espère qu'elle sera bonne. Donc on fait dans ce sens-là que les visiteurs de l'hôtel Georges V soient satisfaits en repartant. À peine arrivés, les 10 journalistes saoudiennes ont droit à une visite exceptionnelle, la suite royale. C'est la plus grande du palace, celle qu'occupe le prince Al-Walid d'Arabie Saoudite, le propriétaire des lieux quand il séjourne à Paris. C'est la plus belle suite de l'hôtel. Exactement, la plus grande, la plus belle suite de l'hôtel. Ça, c'est le fleuron de l'hôtel. Exactement. Un fleuron, loin de laisser indifférentes les journalistes saoudiennes. Regardez comme c'est grand. On aurait toutes dû dormir là plutôt que d'avoir nos propres chambres. 245 mètres carrés de dorures, de tissus précieux et de meubles d'époque Louis XVI. La suite est composée d'une salle à manger, d'un grand salon avec cheminée en marbre et d'une vaste chambre. La salle de bain, avec ses robinets en or et son hammam, finit d'émerveiller les Saoudiennes. C'est étonnant, quelque chose d'incroyable. Ils ne négligent aucun détail. C'est ce qui fait vraiment la différence dans chaque chambre, chaque suite. C'est magnifique. Et ce n'est pas le prix, 15 000 € la nuit, qui semble effrayer les jeunes femmes. Après ce premier succès, l'hôtel compte bien éblouir définitivement ses invités de marque grâce à son restaurant gastronomique, de macarons au guide Michelin. Mais pour les Saoudiennes, pas question de choisir sur la carte. Le chef leur a concocté un menu d'exception. Il nous explique un peu ce qu'il y a dans les recettes et ça a l'air plutôt bien. Dans les cuisines, c'est le coup de feu. Alain Davy, le bras droit du chef étoilé, est au service de ces dames. Passe-moi ça au chaud. On y va avec les 12 saumons, s'il vous plaît. Au menu, ravioles de homard au caviar d'Iran et coquilles Saint-Jacques à la truffe noire. Les journalistes sont particulièrement chouchoutés. Ce soir, le chef espère les éblouir. Il a bien conscience de l'enjeu. C'est des gens qui vont reporter l'image du Georges V, donc obligatoirement c'est très important pour nous. Maintenant, tous les clients sont aussi importants les uns que les autres. Il est difficile pour nous de dire que l'on va particulièrement soigner quelqu'un. Mais on aura un œil, bien sûr, un petit peu plus attentif. C'est obligatoire. En salle, le maître d'hôtel scrute la moindre réaction des convives. C'est presque un jeu pour eux de découvrir toutes ces présentations. Ils se demandent s'ils peuvent le manger ou pas. C'est vrai. C'est marrant, oui, c'est marrant. Quelques journalistes s'essayent à cette cuisine sophistiquée.
Mais la plupart repoussent poliment leur assiette. J'ai pris qu'un morceau car je n'avais plus faim. Mais ça avait l'air très bon. Quelques minutes plus tard, le caviar et les ravioles de homard reviennent presque intacts en cuisine. Bon alors, ça n'a pas trop plu les ravioles? Pas du tout plu. Les repas, les chambres et tous les services de l'hôtel. Au total, le palace aurait dépensé près de 30 000 € pour ce voyage de presse destiné à draguer les riches touristes étrangers. Une clientèle qui ne regarde pas à la dépense pendant son séjour. Comme Roman et Elena, un couple de moscovites. L'année dernière, les touristes russes ont dépensé plus de 200 millions d'euros en France. Tu n'as pas l'impression de vivre un rêve? C'est plus qu'un rêve. Âgé de 32 ans, il est à la tête de la plus grande salle de spectacle de Moscou. Pour le 30e anniversaire de son épouse, Roman lui a réservé une suite dans un palace d'exception, prévu une séance shopping et des dîners aux chandelles dans les restaurants étoilés. Je peux t'embrasser? Oh oui, embrasse-moi autant que tu veux. Un vrai conte de fées en perspective. C'est grâce à cette femme que cet anniversaire haut de gamme va pouvoir avoir lieu. Âgée de 34 ans, Victoria Mironava est une concierge de luxe. Pour séduire les plus riches, son entreprise s'est installée sur les Champs-Élysées. Ici, on travaille avec le monde entier et on se bat pour réaliser les rêves des clients. C'était juste pour vous dire que j'ai bien reçu le fax pour la confirmation de la location de l'avion privé. Ces privilégiés payent entre 1 500 et 6 000 € par an pour s'offrir ce service de prestige. Roman, l'homme d'affaires russe, a ainsi demandé à Victoria d'aller chercher le cadeau de son épouse, un sac de luxe d'une grande marque de l'avenue Montaigne. 30 ans arrive qu'une fois dans la vie, donc du coup le cadeau doit être vraiment très beau. Et ce n'est pas tout. Le sac noir n'est que le paquet cadeau. Wow. La vraie surprise, c'est ce qu'il y a dans cet étui. C'est magnifique. Des boucles d'oreilles en or blanc serties de diamants. Et voici un petit merveille qui va avec. Magnifique. C'est extrêmement joli, c'est fin. Voilà ce que c'est le luxe. Des bijoux dissimulés dans un sac, 10 000 € de cadeaux. Et ce n'est que la première des surprises que le Russe a imaginé pour sa femme. Victoria doit livrer son précieux paquet au concierge du palace, où sont descendus Roman et Elena. Des missions comme celle-là, c'est sa routine. C'est tous les jours des choses comme ça dans le triangle d'or. C'est du luxe, c'est du beauté, c'est du romantisme. Il y en a une qui va être contente a priori. Malheureusement, on ne va pas le voir, mais je pense que oui. Quelques minutes plus tard, nous la retrouvons avec le couple russe pour une séance de shopping. Ces touristes qui ne regardent pas à la dépense font vivre les magasins chics de l'avenue Montaigne. Cette artère est le temple de la haute couture. Dior, Chanel, Nina Ricci, les marques les plus prestigieuses sont représentées. On en compte une trentaine. C'est la plus grande concentration de luxe au monde. Roman veut offrir une robe de soirée à sa femme. Victoria conduit alors le couple dans la plus ancienne maison de haute couture de l'avenue Montaigne. Mais ici, on est très soucieux de l'intimité des clients. Pas question de laisser rentrer une caméra. Une heure plus tard, Roman et Elena semblent avoir trouvé leur bonheur. Un bonheur à 8 000 €. On a acheté une robe du soir, des chaussures, et moi je me suis offert une paire de lunettes. Gâtée par son mari, Elena est radieuse. Mon mari, c'est mon plus beau cadeau. Je rêvais qu'il m'offre un séjour inoubliable. Vous vous rendez compte, un anniversaire comme celui-là? Si les touristes étrangers affectionnent tellement ce quartier, c'est parce qu'ils ont tout à portée de main et qu'ils s'y sentent en sécurité. Retour avec Joseph, le chef de la Bague de Nuit. Ce soir, il part à la chasse aux stupéfiants dans le Triangle d'Or. Et ici, la drogue à la mode, c'est la cocaïne. Vous avez des clubs branchés et autour des clubs branchés, quand on passe, on regarde bien la population parce que souvent, les gens squattent impunis et consomment directement de la cocaïne
sur le capot des voitures ou dans les petites rues. Dans une contre-allée, Joseph ne met pas longtemps à trouver ce qu'il cherche. À proximité d'une voiture, 2 jeunes gens suspects. Les deux là-bas. À côté de la Smart, là. Je vais me mettre en face là-bas. Ils vont monter là. Pour en avoir le cœur net, le chef de la BAC de nuit se poste à distance et observe leur manège en toute discrétion, avec des jumelles. Ça va monter. Quand il se penche dedans, parce qu'il branle. Joseph décide alors de se rapprocher. Il faut arriver et bloquer les mains, quoi, parce que c'est de la poudre, hein, c'est très volatile. Pour les arrêter, les policiers doivent les prendre en flagrant délit. Tu peux venir. Joseph a surpris un des jeunes en train de sniffer. Son collègue peut intervenir. Je t'ai vu. Ah bah t'inquiète, tu l'as fait, c'est foutu. La coke que tu viens de jeter, c'est bon. Tu te fous de moi ou quoi? J'ai la paille. Viens ici toi. Descends. Menotté, l'individu a tout juste eu le temps de se débarrasser de la drogue. Tiens, mettez-vous là. Vous avez rien d'autre sur vous? À part ce que vous avez jeté? Quand votre collègue est venu vous annoncer qu'il y a les flics? Rien de particulier, c'est sûr. Je ne veux pas trouver du reste de coke. Non, n'inquiétez pas. Vous êtes sûr? Sûr, je vous jure. Ces 2 copains ne seront pas interpellés. Tenez. Fouillés des pieds jusqu'à la tête, ils n'ont pas de stupéfiants sur eux. Il vous reste de la coke sur vous? Dans la voiture, en revanche, les recherches sont fructueuses. Sur ce classeur, un billet de 50 € qui sert de paille pour sniffer et des résidus blanchâtres de cocaïne. Sur le fauteuil du conducteur, il y a encore mieux. Ce petit sachet jaune qui contient 1 gramme de cocaïne. En général, ils ont que ça sur eux, donc ça veut dire qu'en moyenne, il y en avait plusieurs. C'est un quartier qui est connu pour ça ici. Dans le strict minimum. Le jeune homme pris en flagrant délit est conduit au commissariat du 8e arrondissement. Baissez la tête. Il encourt une peine de 1 an de prison ainsi qu'une forte amende. Quant aux 2 autres, ils s'en tirent avec une simple leçon de morale de Joseph. C'est mon classeur d'éco, d'accord. Mais vous n'êtes pas raisonnable aussi. Non, mais voilà, Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous n'êtes pas dans la dèche, les gars, là. Soyons sérieux. Est-ce que, franchement, pour aller en boîte, vous avez besoin de prendre ça? Non. Moi, à votre âge, je ne prenais pas ça. J'allais en boîte, je m'éclatais aussi. Hein. Je m'éclatais aussi bien sans coke. Hein. L'an dernier, dans le Triangle d'Or, une centaine de personnes ont été interpellées pour usage de stupéfiants. Dans ce quartier agité, on recense 20 fois plus de touristes que d'habitants. En l'espace de 20 ans, avec l'explosion du prix de l'immobilier, les résidents ont progressivement laissé la place aux boutiques de luxe et aux bureaux. Mais il y a des irréductibles, comme Philippe, 74 ans. Avec sa famille, il habite dans cet immeuble haussmannien et il compte bien ne jamais en partir. Moi, j'ai été à l'école ici, mes amis sont dans le quartier, notre paroisse est pas loin. Autant de sujets qui font qu'on est ancré là. Donc, on y restera jusqu'à ce que mort s'en suive. Ancien gérant de fortune, ce retraité à l'allure modeste est propriétaire de cet appartement de 130 mètres carrés, situé au dernier étage de l'immeuble. Mais en réalité, avec son épouse, il est à la tête d'une petite fortune. Ça y est, c'est fini mon... Ah, alors, qu'est-ce qu'on aura au menu demain? Du sauté de veau aux carottes. Tiens, une nouveauté. L'immeuble appartient à sa famille et c'est lui qui en assure la gestion. Un patrimoine estimé à 20 millions d'euros, hérité de son grand-père. L'investissement fait par le grand-père était une très bonne idée. Il l'a fait à une époque où c'était faisable. On essaye de maintenir l'idée en disant ça ne perdra pas en rentabilité. Le garder me semble nécessaire. De la même manière, cet immeuble sera transmis aux enfants. C'est la mission que se sont fixés Philippe et Marie-Christine. On nous confie quelque chose. On n'a pas choisi. Donc déjà, il faut accepter. Quand on accepte, il faut le faire, pas fructifier, mais le maintenir en vie. Et pour le passer au suivant. Donc c'est tout simple. Je dis qu'on est dépositaire.
Mais pour réussir à transmettre un immeuble de cette valeur, Philippe doit veiller à son entretien. Un travail qui lui prend 2 jours par semaine. Car ici, la moindre dépense se chiffre en dizaines de milliers d'euros. C'est une petite entreprise, mais qui porte sur des montants. En 2000, on a dépensé 32 000 euros pour l'entretien de l'immeuble classique, y compris la gardienne et tout ça, qui est un gros poste. L'année récente, on était à 33 000. Un montant annuel auquel peuvent s'ajouter des dépenses exceptionnelles, comme le dernier ravalement de façade, qui a coûté à Philippe la bagatelle de 100 000 euros. Mais ce n'est pas le seul prix à payer pour habiter dans le quartier le plus cher de Paris. Dans le Triangle d'Or, rien n'est adapté à la vie quotidienne et tous les commerces de proximité ont disparu au profit des marques de luxe. Dans le temps, oui, la boulangerie était à côté. Là, c'était une librairie. Une librairie. Ici, c'était plein de petits commerces de proximité. Il y avait aussi un marchand de vin. Parce qu'il y avait des consommateurs. Cascade de... Pour faire leurs courses, Philippe et Marie-Christine sont obligés de prendre leur voiture ou de se rendre au marché de la place de l'Alma. Bonjour. Un déplacement qu'ils font généralement en famille, avec leur nièce, qui habite le même immeuble. Comme tous les samedis, les familles privilégiées du quartier se retrouvent tout autour des étals, richement fournis en produits frais. Voilà, alors... Oula, c'est une piste d'autodrome. Faut dire qu'à cette heure-ci, ils font le plein. Pour quelle raison tout le monde se retrouve ici, en fait? Parce que c'est le seul endroit où on peut s'alimenter. Vous avez vu que dans l'avenue, voilà, et on trouve des produits frais, à un prix, je vous raconte pas. La réputation de ce marché attire même les chefs des restaurants gastronomiques du quartier. Merci, bonne journée. Voilà pourquoi les prix s'envolent. C'est le marché le plus cher de Paris. Le président Wilson, c'est connu pour être le plus cher marché de Paris. C'est là qu'on voit les plus gros billets aussi, qui se promènent. Ici, la dorade se vend 48 € le kilo et les salades à 8 € le kilo, soit presque 2 fois plus cher que dans un supermarché. Ce jour-là, pour une trentaine d'euros, Philippe et son épouse ont acheté à peine de quoi préparer l'entrée du repas familial. On y va. Retour avenue Montaigne, dans l'immeuble de Philippe. Après le marché, toute la famille décide de prendre l'apéritif chez la nièce. Elle habite au premier étage. À droite toute. Donc en fait, c'est quand même pratique, hein, monsieur Gaucher. Vous habitez au 7e étage, vous allez prendre l'apéritif au Oui, premier. parce que c'est sur le chemin. Donc on fait une petite halte piccolo. Âgée d'une quarantaine d'années, Marie-Alix a hérité de cet appartement cossu. Elle y vit depuis 5 ans avec ses 3 enfants. Petit privilège supplémentaire, elle a même un jardin privatif. Mais avec une vue imprenable sur un immense immeuble de bureaux. Bon, aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le grand calme. Mais le samedi, il y en a quelques-uns qui travaillent. Et dès ce soir, il y en a qui vont venir parce qu'ils travaillent avec la bourse de Tokyo. Donc ça va s'animer pendant toute la semaine. Dans le temps, on entendait les machines à écrire. Maintenant, les ordinateurs, c'est tout calme. Pourtant, Philippe ne vendrait pour rien au monde. Pour ne pas succomber au harcèlement des agences immobilières qui veulent lui racheter, vous allez voir comment il se débrouille pour que son immeuble lui rapporte de l'argent. Malgré la spéculation immobilière et les prix qui flambent, pour atteindre parfois plus de 20 000 € du mètre carré, des petits malins réussissent pourtant à se loger pour un prix défiant toute concurrence. C'est le cas de cet étudiant en mathématiques de 19 ans. Alors que le moindre studio se loue minimum 800 € par mois dans le quartier, Bertrand ne paye que la moitié. 380 € dans le Triangle d'Or, dans le plus beau quartier de Paris, c'est unique. Le jeune homme vit ici, à 2 pas de l'avenue Montaigne. Une adresse prestigieuse, dans un immeuble de standing, rénové il y a 6 mois. Salut Paul, ça va? Bien à toi. Ça va ta journée? Ouais, tranquille, oui. L'astuce de Bertrand, c'est d'habiter une auberge de jeunesse, la seule du Triangle d'Or. Vous habitez là? Voilà, donc ici, c'est l'accueil de l'auberge de jeunesse, donc parce que les 3 premiers étages font auberge de jeunesse. Donc on a tout ce qu'il nous faut ici. Voilà, on a un piano quand on a envie de jouer un peu. On a un bar, donc c'est un bar non alcoolisé, malheureusement. Un vrai palace pour étudiants, fauteuil confortable, immense bibliothèque et même une cheminée. C'est un peu une résidence étudiante de luxe ici, là, un peu là pour le coup. Ouais. Oui, franchement, oui, de luxe et en plus avec un faible loyer, on ne trouvera pas mieux partout ailleurs en Paris, quoi. Et vous n'avez encore rien vu,
Les chambres n'ont rien à envier au salon. Bon, il voit là, ici, on est dans ma chambre. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc un lit, une bibliothèque, une étagère plutôt, une table avec mon ordi. 15 mètres carrés tout confort, avec en plus une vue imprenable sur les beaux quartiers. Donc un petit privilège que j'ai de la mienne, c'est que j'ai un beau balcon, donc avec une petite vue sur l'avenue Montaigne par là, une petite vue sur le pont Alexandre III, qui donne sur les Invalides là-bas, et le pont des Invalides juste à côté que je ne vois presque pas. C'est tout simplement sur Internet que l'étudiant a trouvé cette adresse exceptionnelle. Une auberge de jeunesse qui accueille aussi 11 étudiants à l'année. La chance a voulu que Bertrand soit parmi les tout premiers à s'inscrire. Un vrai soulagement pour le jeune homme qui vivait jusqu'alors chez ses parents. On vivait dans le double de cette superficie et donc à 3 déjà on était un peu les uns sur les autres et puis voilà quoi, être hyper concentré sur mon travail pendant que par exemple mes parents regardaient la télévision ou travaillaient de leur côté, c'était vraiment très pénible. Vous n'aviez pas votre chambre? Je n'avais pas de chambre, je dormais dans le salon. Avec cette chambre, Bertrand s'est donné une chance supplémentaire de réussir ses études. Mais pour demeurer ici, il y a quelques règles de la vie en communauté à respecter. Comme faire le ménage, tenir le bar et, plus surprenant, aller à la messe une fois par semaine. Nous retrouvons le jeune homme 5 étages plus bas, dans une chapelle. Un rituel hebdomadaire pour Bertrand, mais qui détonne un peu dans une résidence étudiante. Pourtant, l'explication est simple. Arrête-toi, Seigneur. Cette auberge de jeunesse appartient à une communauté chrétienne. Et c'est cet homme en chemise bleue, le frère Didier Rémiot, qui s'est battu pour que le projet voie le jour. On est venu ici parce que nous possédons ce terrain depuis 1861 et il se trouvait que la communauté qui habitait cette maison allait la quitter. Donc nous avions l'option entre soit de la vendre, elle est dans le triangle d'or, elle vaut très cher, soit de la reconvertir pour y faire l'auberge de jeunesse et c'est ce que nous avons fait. Ce bâtiment est le siège historique de la communauté des Assomptionnistes. La valeur sentimentale l'a emporté sur la valeur financière. Et pourtant, les propositions étaient alléchantes. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça fait à peu près 1900 mètres carrés et on dit que dans le coin, les mètres carrés vont entre 10 000 et 15 000 euros. Donc il suffit de faire la multiplication, donc l'immeuble vaut très cher. Donc plus de 20 millions d'euros. Oui. 6 mois après son ouverture, l'auberge de jeunesse est un succès. Grâce à des prix jamais vus dans un hôtel parisien, allant de 26 à 32 euros la nuit, petit déjeuner compris, elle attire de plus en plus de touristes. Quant à Bertrand, règlement oblige, il ne pourra pas rester plus de 2 ans dans cette résidence. À quelques rues de là, nous retrouvons Laurent et les autres motards de la CSI 75. Ils traquent toujours les délinquants qui dépouillent les touristes. Cet après-midi, ils sont appelés sur les Champs-Élysées à cause de gamins qui rôdent autour des distributeurs automatiques de billets pour dérober les cartes bleues des clients. Dans le quartier, de plus en plus de passants sont victimes de ce type de vol par ruse. Un premier policier se met en planque de l'autre côté de l'avenue, aux premières loges. Sur l'image, on voit très clairement cette femme, portant queue de cheval et lunettes, tentant de repousser les enfants qui l'importunent. Arrivé à son tour sur les lieux, Laurent observe lui aussi leur manège. Il parle fort, il chahute, la victime est bousculée sans arrêt. Elle est tentée de vouloir faire cesser justement ce chahut, et c'est là qu'il passe à l'action. L'enfant au pull noir profite de la confusion pour accéder au clavier et tenter de voler la carte bancaire, mais les gamins ont-ils réussi leur coup? À ce moment, l'un des serveurs du resto... Papier, jeune homme. Le passeport. Non passeport. Mineurs, sans papier, les policiers ne peuvent que les remettre en liberté. Jusqu'à la prochaine fois. Mais sur les Champs-Élysées, il n'y a pas que ces délinquants qui sont dans le collimateur de la police. Il y a aussi les conducteurs de 2 roues. Certains utilisent leur engin pour commettre des vols à l'arraché ou à la portière. Vous allez vous mettre devant les camions de police? Monsieur, allez-y. Sur le rond-point de l'Arc de Triomphe,
Laurent arrête ce scooter. Vous bloquez le scooter? Ils sont deux dessus. Or, c'est souvent en duo que les malfaiteurs opèrent sur ce genre de vol. Monsieur, quelque chose de dangereux sur vous, quelque chose d'interdit? Est-ce que vous êtes connu depuis des services de police? C'est bon? Les deux individus sont fouillés, mais les policiers ne retrouvent rien de suspect sur eux. En revanche, dans le coffre du deux roues, ils découvrent un objet suspect. On a un marteau. Donc, visiblement, ces individus ne sont pas mécaniciens, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc potentiellement pour des vols dits à la portière où là le passager descend, casse la vitre, une des vitres latérales du véhicule et s'empare de quelque chose qu'il a repéré. Ouais, ça c'est l'assurance et la carte grise. La carte grise, j'apprends jamais avec moi d'amour. Eh ben écoutez, vous allez rentrer chez vous la chercher, d'accord? Je peux vous voir sur les Champs-Élysées. Laurent n'a pas pu les interpeller, mais il est persuadé qu'ils traînaient dans le Triangle d'Or à la recherche d'un mauvais coup. Et ici, ces voleurs sévissent 24 heures sur 24. Par exemple, à 5 heures du matin, ce sont les fêtards qui sont ciblés. La nuit, Laurent et ses motards laissent la place à Joseph et à ses hommes. À cette heure-là, les touristes les plus alcoolisés deviennent des proies faciles pour les voleurs. Tout d'un coup, le policier est intrigué par un groupe de jeunes. T'as vu le petit et les autres sont autour? Un petit en blanc et un blouson noir. Ouais, il enlève son blouson d'ailleurs. Putain, merde. Ils ont changé de blouson. Cet échange de manteaux en pleine nuit semble étrange. Joseph soupçonne une tentative de vol. Tu mates ceux de gauche, moi je mate à droite là parce que j'ai l'impression qu'ils veulent emmerder le mec à ma droite. Il est bleu celui qui met le blouson là. Bleu, dans le jargon policier, cela veut dire que le jeune homme est ivre. Une victime potentielle donc. Le petit groupe profite de l'arrivée d'un bus pour abandonner le garçon éméché. Joseph part à sa rencontre afin de s'assurer qu'on ne lui a rien volé. Bonsoir, je peux te poser une question? C'est la police, n'aie pas peur, hein. Ouais. C'est la police. Ouais. Parce que j'ai vu que tu as changé de blouson avec eux, un moment. Ouais. Si, un moment tu as changé de blouson. Ouais. C'est celui-là, c'est sûr, c'est le tien? Il y a toutes tes affaires dedans? Ouais. Il te manque quelque chose ou pas? Dis-moi tout de suite pour que j'arrête le bus. Il te manque des choses ou pas? Ouais. Il te manque quoi? Mon portefeuille. Ah. Son portefeuille. L'intuition de Joseph était bonne. C'est un vol par ruse. La victime n'y a vu que du feu. Tu suis le bus, j'appelle les autres, je dis aux autres de te rejoindre. J'arrive avec lui à pied tout doucement. Alors que Joseph reste avec le fêtard. Alors à cette heure-là, par contre, il faut faire gaffe parce que ça traverse dans tous les sens. Hein. Alors il est vite fait d'en mettre un sur le capot. Michael prend en chasse le bus dans lequel sont montés les suspects. En bas des Champs-Élysées, il le force à s'arrêter. Le policier n'a pas trop de mal à reconnaître les voleurs présumés. Moi je suis exclusif. Vous êtes? Enquête exclusive, je suis. Vous? Vous êtes avec eux? Non. Non? Non. Vous n'êtes pas avec eux? Vous allez descendre par là. Vous y étiez aussi, monsieur. Eux jouent les innocents, mais à leurs pieds, Michael a retrouvé la carte bleue de la victime. Là, nous on est sûr, c'est qu'on vous a vu, on était en face du cuisine, on vous a regardé. Aux jumelles, il y a eu échange. Et bizarrement, au pied de votre pote, on retrouve la carte bleue de la personne qui est là. Vous savez bien que mon pote, c'est pas bon. Ah, tu y étais aussi. Mais moi je savais pas qu'il a pris sa carte bleue. Ça reste de la complicité. Hein. On cherche un portefeuille au nom de Brian Roth. Reste maintenant à retrouver le portefeuille. Des policiers venus en renfort fouillent le petit groupe. T'as que ça, sûr? Sans succès. De retour avec la victime, qui dessoule dans la voiture, Joseph tente d'intimider les deux voleurs présumés. Tu l'as? C'est qui l'avait? Dans le bus, au pied. Ouais. Toi, tout à l'heure, je t'ai vu changer. Toi, c'est toi aussi. Il y en a un de vous deux qui a changé de blouson avec lui, là, tout à l'heure. Il y en a un de vous deux qui a changé de blouson, qui a pris son portefeuille, ok? Bon, allez, on embarque tout ça. On va pas discuter. Menottes au poignet, ils sont placés en garde à vue et conduits au commissariat. Mineurs, ils ne risquent pas grand-chose. Sortis de la voiture,
La victime a toujours autant de mal à retrouver ses esprits. Vous l'avez. Ça, c'est à vous, ça, monsieur? Ouais. D'accord. Et votre portefeuille, il est comment? Il est noir. Bon, ça, c'est à vous, on l'a retrouvé, ça. Il était où? Dans le bus. Vous n'êtes pas monté dans le bus? Un trou? On va vous expliquer après, monsieur. La nuit a été longue pour les fêtards du Triangle d'Or. Il est déjà 6 h du matin. C'est l'heure d'aller se coucher. Le lendemain, retour avenue Montaigne, dans l'immeuble de Philippe. Pour s'assurer qu'il demeure dans la famille, ce gestionnaire de biens s'est décidé à rénover du sol au plafond son plus bel appartement afin de le louer au meilleur prix. Vous allez voir que je suis en train de le mettre aux normes de ceux qui vont le louer. Et ce sont des personnes certainement exigeantes, donc il faut que ça soit mis aux normes du quartier. L'appartement est un 6 pièces de 135 mètres carrés avec moulure, cheminée, coffre-fort et même un balcon. Philippe veut en faire un produit de grand standing pour une clientèle fortunée. Il y a 3,50 m de plafond, il y a de beaux décors qu'on va conserver parce qu'ils font partie de l'immeuble. On va même changer les fenêtres. On va conserver les ferronneries parce qu'elles sont belles et d'époque, mais on va mettre ça sur des fenêtres qui seront à double vitrage. Coût total des travaux, près de 150 000 €. Un investissement lourd, mais vu le quartier, il n'aura aucun mal à rentrer dans ses frais. Un problème. Cet appartement sera mis en location à combien? Et je pense entre 5 et 6 000 € par mois. Il y a une clientèle pour ça. Donc il faut aller vers cette clientèle. Si Philippe arrive à trouver des locataires à ce prix, il rentabilisera ses travaux en 3 ans. Et cela ne va pas être bien difficile. Un agent immobilier est déjà sur le coup. Bonjour. Je suis bien content de vous voir. Parce que je crois que vous avez une bonne nouvelle. Écoutez, oui, on a des clients qu'on avait vus ensemble qui sont intéressés pour prendre l'appartement en location. Donc il reste à se mettre d'accord sur les petits détails. C'est un couple de médecins qui seraient intéressés par l'appartement. Avant de s'engager, l'agent immobilier doit vérifier qu'il correspond à tous leurs critères. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir aussi de l'espace, une belle chambre, des salles de bain qui sont refaites, des dressings qui sont aménagés, des appartements un peu clés en main en fait. Et les autres pièces qu'il découvre ont l'air de le satisfaire. Pour plaire aux futurs locataires, Philippe s'occupe de tout. Mais les cheminées, c'est pas du décor, hein. Elles marchent. Il y a donc 3 cheminées dans les pièces de réception. Donc c'est bien. Je pense qu'effectivement, c'est un critère qui devrait plaire et qui plaît. Et puis non, c'est un appartement qui correspond à ce que les gens recherchent, oui, effectivement, parce que tout est refait, tout est moderne, il va être bien isolé, il y a des nouvelles fenêtres. Au niveau du plan, c'est assez compact, on a gardé une belle réception de ce côté, mais les chambres sont quand même de bonne taille. On peut en avoir 2 ou 3, donc ça peut être une famille avec des enfants. Voilà, donc je suis content que ça se passe comme ça. Il reste plus qu'à signer le bail maintenant? En gros, oui. Depuis notre tournage, Philippe a fini les travaux et accueilli ses nouveaux locataires. Mais il n'y a pas que des privilégiés qui fréquentent le quartier. C'est la dernière surprise de notre enquête. En bas de l'avenue Montaigne, un bus arrive du nord de Paris. Tous les vendredis matins, Andrea, 67 ans, descend à cet arrêt. Cette ancienne vendeuse de journaux s'est mise sur son 31 pour affronter le regard des habitués du quartier. Quand on est un petit peu différent d'eux, enfin même déjà vestimentairement, on vous regarde déjà d'un air un petit peu suspicieux. Là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, encore je le redis, que je me suis faite un petit peu plus chic, parce que j'ai dit, si jamais je rencontre des gens qui me voient un petit peu moins, ils se diront, celle-là, d'où elle s'arrache. La vie d'Andrea n'est pas rose. Abandonnée à la naissance, elle grandit à la campagne avant de monter à Paris, où elle enchaîne les petits boulots. Il y a 22 ans, elle se retrouve dans la galère
après une séparation qui tourne mal. J'ai voulu le mettre gentiment à la porte, puisque c'était quand même chez moi. Et ce monsieur, n'étant pas content, un soir a mis le feu à la maison. Alors je me suis retrouvée très embêtée, c'est-à-dire que j'étais dans la rue. Aujourd'hui, elle loue un petit studio dans un centre d'action sociale. Avec sa maigre retraite de 600 € par mois, elle vit en dessous du seuil de pauvreté. Les prix affichés dans les vitrines de l'avenue Montaigne, elle préfère en sourire. 2300 €. Ouais. Bon, ben... ça paraît pas, mais la robe, déjà, il faut. Il faudrait 4 mois de retraite pour la payer. Une fois qu'elle a payé toutes ses factures, il ne reste à Andrea que 200 € par mois pour vivre. Alors, une fois par semaine, elle traverse tout Paris pour se rendre ici, à la cathédrale américaine. Au bas de l'avenue Georges V, salle des Palaces, on sert gratuitement des repas aux plus démunis. Comme d'habitude. Édifiée au 19e siècle, cette église est un havre de paix, comme si la frénésie de ce quartier s'arrêtait au mur de cet édifice religieux. Au sous-sol, dans les cuisines, c'est pourtant l'agitation. Il y a trop de pommes de terre. Non, il n'y a jamais trop de pommes de terre. Depuis plus de 10 ans, les bénévoles, américains pour la plupart, y préparent un repas pour les plus démunis. Ici, le menu complet ne coûte même pas le prix d'un café dans un bar du coin. Un défi pour Christy, l'une des responsables. Les courses sont importantes. C'est un vrai challenge. L'argent que nous dépensons pour les courses est plafonné à 150 €. Nous nourrissons presque 70 personnes par semaine. Cela revient à peu près 2 € par personne. Cette charité, offerte ici dans le quartier le plus riche de Paris, semble tout à fait normale pour ses fidèles. Dans la culture américaine, où que l'on soit, on peut toujours venir en aide aux plus démunis. Une tradition qui s'accompagne d'un protocole bien établi que Christy fait respecter à la lettre. Nous avons beaucoup de femmes, donc faites attention à bien les servir en premier. Ensuite les hommes âgés et pour finir les plus jeunes. Comme tous les vendredis, le réfectoire est complet. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce repas que nous allons prendre et pour ceux qui nous l'ont préparé. Pour manger ici, on ne demande rien à personne, seulement de respecter le bénédicité. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au menu ce vendredi, des filets de colin aux amandes, un gratin de pommes de terre, des carottes Vichy, de la salade, un fromage et une pâtisserie. Pour les invités, c'est l'un des rares repas chauds et équilibrés qu'ils mangent dans la semaine. Et contrairement aux autres soupes populaires, c'est servi dans de vraies assiettes. Mais ce n'est pas seulement pour ça qu'Andrea vient ici. La richesse, elle est là. Elle est ici. Il n'y a pas de distinction de dire, bon ben toi tu as de l'argent, toi tu n'en as pas, toi tu en as moins, toi tu en as beaucoup. Bon, toi tu es seul, toi tu ne l'es pas, toi tu es dans la rue, toi tu ne l'es pas. Non, tout le monde est au même pied, à égalité. Quand elle vient ici, Andrea a un petit rituel. Elle aime déclamer ses poèmes. Aujourd'hui, elle tient à remercier ses hôtes. Il y a quelque temps, j'ai découvert un endroit extraordinaire où l'on est reçu avec chaleur, celle qui vient du cœur, où nous sommes bien accueillis, où je retrouve des amis. Des bénévoles nous préparent un repas avec amour, partagé avec bonheur toujours. J'y reviens fidèlement toutes les semaines, c'est à l'église américaine. Ce qui compte beaucoup pour moi, jusqu'à maintenant. Merci à vous tous. Andrea est chaleureusement applaudie par tous ceux qui ont pris l'habitude de venir toutes les semaines dans ce lieu unique et un peu incongru du Triangle d'Or. Tous les ans, la cantine de la cathédrale américaine sert plus de 3500 repas. Ce soir-là, pour leur dernière soirée à Paris, c'est un tout autre repas que va s'offrir le couple russe. Roman a décidé d'inviter sa femme Elena à l'une des tables les plus réputées de la capitale.
Et encore une fois, c'est Victoria, la concierge de luxe, qui leur a ouvert les portes de cette institution du quartier, de macarons au guide Michelin. Ça représente parfaitement Paris, la France, les traditions, la gastronomie et surtout que le cadre convient parfaitement aux clients. C'est très romantique. Pour son anniversaire, la jeune femme a revêtu la robe du soir que son mari lui a offerte, ainsi que le sac et les bijoux. Vous avez assez de lumière, madame, Pour immortaliser ce moment de bonheur, son mari s'est même offert les services d'un photographe professionnel et d'une maquilleuse pour un shooting photo très glamour. Elle est magnifique. Elle est très bien maquillée. C'est dommage qu'elle se soit maquillée à l'hôtel. Je lui avais dit de ne pas le faire. Elle m'a demandé pourquoi, mais je ne pouvais pas lui dire. Entre Elena et Roman, difficile de savoir lequel des deux est le plus content. Je te souhaite encore un très joyeux anniversaire, ma chérie. Autant de fleurs? Oui. Après le très chic dîner en amoureux, le couple termine son escapade parisienne sur le toit de l'Arc de Triomphe. Tout Paris est à nos pieds. C'est ce Paris-là qu'on adore. Les touristes russes sont conquis par l'une des plus belles vues de Paris. C'est très beau, très chic, très impressionnant. Il y a beaucoup de lumière. C'est à couper le souffle. Pour Victoria, la concierge de luxe, la mission est remplie. Ses clients reviendront à coup sûr. Quand ils sont repartis à Moscou 3 jours plus tard, Roman et Elena avaient dépensé près de 40 000 €. Aujourd'hui, après les Russes, c'est au tour des millionnaires brésiliens, chinois et indiens de céder au charme du Triangle d'Or, de nouvelles fortunes, de nouvelles aubaines pour le quartier.